Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Vous prenez ce programme. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans l'ancien palais épiscopal qui est aujourd'hui le musée Ingres-Bourdelle. On est ravis de vous accueillir. Bienvenue à Montauban. Montauban qu'il ne faudrait jamais quitter, bien évidemment, on en parlera tout à l'heure. Je suis ravi d'être avec vous, toujours accompagné pour cette étape. On a déjà quasiment fait 40 villes, donc inutile de dire qu'Olivier et moi, nous sommes les saltimbanques de l'immobilier. Nous allons de ville en ville porter nos valises et vous faire découvrir les territoires de France, puisque notre pays a beaucoup de talent. Les grandes villes, les petites villes, les moyennes villes. Personne n'est exclu du Tour de France de l'immobilier. Bienvenue dans les clés de la ville. Olivier Marin, comment ça va ? Très bien. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Très heureux au nom de Figaro Immobilier, de Figaro Immo TV, de poursuivre cette 4e saison des clés de la ville depuis Montauban. Alors, se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir, avec toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, bien, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour la 7e étape de la saison 4, après Toulouse, après Orléans, après Lyon, après Limoges, après Laval, après Aix-en-Provence, eh bien, nous sommes à Montauban, reçus par notre grand témoin que nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés, ici au musée Ingres-Bourdelle, Brigitte Barège. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir choisi Montauban. On peut vous applaudir, Brigitte Barège. Maire de Montauban, présidente du Grand Montauban, et on va aborder avec vous, bien sûr, l'habitat, les projets urbains à Montauban, beaucoup de choses aussi. On va parler mobilité, on va parler écologie, on va parler rénovation. Et au programme donc de cette émission, nous retrouverons nos partenaires. Alors chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Cécile Aguirre, notaire à Montauban et membre de la Chambre. Nous ferons avec elle un tour d'horizon sur l'évolution des prix, des ventes à Montauban. Elle délivrera aussi des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, eh bien, nous recevrons Lionel Séropian, directeur général adjoint en charge du logement pour le groupe Nexity. L'occasion de faire le point et de prendre un peu le pouls du marché de l'activité des projets dans le neuf, à l'échelle de Montauban et on va dire sa métropole. Et puis la séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour aborder la rénovation énergétique. Pauline Courbet-Dubost, responsable des affaires publiques chez Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Montauban. Et puis aussi des conseils pratiques pour bien rénover, d'autant aussi qu'il y a beaucoup de nouveautés dans l'actualité sur la rénovation énergétique. Voilà en tout cas pour ce beau programme. Si je vous dis Montauban, oui, Sylvain, absolument. On vous a préparé, Madame la maire, un reportage, et vous me direz ce que vous en pensez. Et on a essayé, avec nos modestes moyens, de donner à toutes et à tous l'envie de venir ici à Montauban et de regarder cette très jolie ville. Je vous propose qu'on regarde le reportage. Chers amis, c'est à distance que je vous souhaite la bienvenue à Montauban. Merci infiniment de nous recevoir, Madame le maire. Vous êtes la 36e étape des routes des clés de la ville, une route entamée il y a 4 saisons déjà, et vous êtes notre 7e halte cette saison, une saison commencée non loin d'ici, à Toulouse. Ironie de notre modeste histoire, Montauban a d'ailleurs été fondé
par le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain. Alors, une des grandes caractéristiques de la ville, c'est qu'elle a été fondée un petit peu antérieurement, avant le grand mouvement des Basides, c'est-à-dire ces villes construites sous l'influence du pouvoir royal, dans le sud-ouest de la France, sur un plan orthogonal. Montauban est une ville d'art et d'histoire, comme 119 autres villes de France. Un label témoin de la qualité architecturale et du patrimoine d'une ville qui a rayonné culturellement grâce à des artistes qui ont acquis une réputation internationale comme Ingres et Bourdelle. En ce moment, nous sommes dans les salles inférieures du musée Ingres-Bourdelle. À l'époque de la fondation de Montauban, c'était le lieu de la première citadelle. Très vite, le comte de Toulouse a voulu installer sur ce bord du Tarn une citadelle pour lui permettre de relier la route de Cahors à celle de Toulouse avec une place forte sûre contre ses éventuels ennemis. Il a donc pris une partie des terres qui appartenaient à l'abbaye et grâce à cette nouvelle ville qu'ils allaient créer au bord du Tarn, ils sont devenus en quelque sorte des affidés libres du comte de Toulouse. Cette culture plus que centenaire, celle des comtes de Toulouse, des troubadours et des cathares et du félibrige. L'Occitanie, c'est une langue, pas un patois, mais une langue romane proche du catalan qui a connu un âge d'or entre les 11e et 13e siècles grâce à la littérature et un rayonnement européen avec les fameux troubadours. La place nationale, qui a été place royale, est maintenant encore une des grandes places commerçantes de la ville autour de laquelle s'organise le commerce et la vie du centre-ville. La grande caractéristique de ces villes était d'être fondées autour d'une place centrale qui était la place du marché. C'était très important de relier la rive gauche et la rive droite du Tarn. Ce premier pont, le pont Vieux, le pont Neuf, puis un autre pont, puis un quatrième ont été bâtis au fur et à mesure des siècles. Quant à aujourd'hui, l'architecture de la ville telle que nous la connaissons, elle date de la fin du 19e. Une ville au passé glorieux et fondateur, en témoigne la fabuleuse histoire des 400 coups. Nous sommes en 1621 et le jeune roi Louis XIII fait le siège des places fortes de France et de Navarre qui sont tenues par les Huguenots. L'armée royale, forte de ses 25 000 soldats, encercle la ville à partir d'août 1621 et place ses canons tout autour de la cité et de ses 15 000 habitants. Après de très nombreux combats sanglants et face à la résistance active de la cité, le roi demande conseil. Un mage alchimiste espagnol lui aurait alors répondu de faire peur, une si grande peur qu'il les glacera et les fera rendre à votre majesté. Le roi ordonne que soient tirés simultanément les canons installés autour de la ville. 400 coups seront tirés en même temps, provoquant un énorme fracas. Un silence de mort retombe, une forte odeur de poudre et de grands éclats de rire de la population montalbanaise pendant plusieurs jours. La cité huguenote résiste, le roi lève le siège et la légende est en marche. Montauban, c'est aussi une ville avec un sacré caractère. Un caractère sportif, de compétition. Montauban est en plein cœur de la terre de l'Ovalie. C'est une terre où le rugby s'est vite propagé au 19e siècle. C'est un club qui, je dirais, a traversé plus de 100 ans de rugby avec des hauts et des bas, comme tous les clubs. En point d'orgue, je dirais un titre de champion de France en 1967. On a connu aussi une heure de gloire en H-Cup avec un match au Munster en Coupe d'Europe. Et actuellement, le club se situe en Pro D2, qui est la deuxième division professionnelle du rugby français. Nous sommes dans le sud-ouest. Le rugby est le sport roi de cette région. Et effectivement, on peut dire, sans froisser personne, qu'à Montauban, le rugby est la locomotive du sport montalbanais. C'est une ville qui compte 216 associations sportives. C'est un budget de subvention de quasiment 2,5 millions d'euros. C'est 20 000 licenciés, ce qui nous a valu d'ailleurs d'être, je dirais, nominé et élu ville sportive française en 2023 des villes de 50 000 habitants. Le palais Jacques Chirac, qui est un palais des sports ultra moderne. Une nouvelle piste d'athlétisme avec 8 couloirs. Troisième bassin de natation de France avec la piscine Ingréo. Donc à l'intersaison, ce stade va être, je dirais, relooké, changé de pelouse et passé en pelouse synthétique. Nous allons bâtir une deuxième tribune qui va elle-même se rapprocher aussi du terrain de manière à fermer un petit peu ce terrain à l'anglaise. Enfin, Montauban, c'est une ville de gourmets. Une gastronomie incontournable, des spécialités sucrées ou salées mises en valeur par de vrais artisans du goût.
Je m'appelle Antoine, propriétaire de 3 restaurants sur Montauban, dont le restaurant Antoine, là où on se trouve, en plein centre-ville de Montauban, rue d'Oriol. Donc les produits qu'on va mettre en avant sur Montauban, déjà, le produit que l'on connaît tous à Montauban, c'est la pomme, la poire. On est reconnu pour ses fruits. On est énormément producteur de fraises aussi, la fraise gariguette, la cléry, la chérie. Après, on a un terroir tellement riche au niveau des légumes. On pourrait dire que c'est un berceau de la France au niveau production, fruits, légumes. Même après, on était très attaché aussi au canard, à la volaille, parce qu'on a la chance d'avoir une proximité avec les producteurs. On est quand même un petit territoire, on peut vite aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est tout ce que j'essaye de retranscrire aussi à l'intérieur de mon restaurant, de gagner l'esprit du terroir local et de le faire vivre au quotidien à mes clients. Montauban est à 25 minutes de Toulouse et à 30 minutes de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac. Montauban est aussi une terre d'entreprise et d'innovation. Et Montauban, c'est aussi un pôle de la mécanique industrielle, un territoire qui bénéficie directement de la présence du géant Airbus et d'Aerospace Valley. Le charme de la ville d'aujourd'hui, c'est qu'on peut se promener, passer d'un lieu minéral à un lieu végétal, d'un commerce à une promenade, d'une place à une rue, de façon très plaisante. On parlait effectivement du sport, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte la culture, avec notamment le MIB, le musée qui a été refait, qui est devenu un des plus beaux musées d'Occitanie. Il faut savoir que la gare LGV va être construite à Montauban, que demain Toulouse et Montauban ne feront plus qu'un. Il y a vraiment une ville qui est en train d'exploser avec toutes ces évolutions. Alphonse Allais, qui disait qu'il fallait bâtir les villes à la campagne, eh bien, cher Alphonse Allais, à Montauban, c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à très peu de distance du cœur de ville, des forêts, un bord de canal, des prairies, des collines, enfin des paysages extraordinaires qui sont à quelques minutes du centre. Nous sommes tous assoiffés de nature, de redécouverte peut-être d'un monde qu'on a un peu oublié, et tout près du minéral, le végétal est là. Et parce qu'il y a une fin à cet édito, la conclusion sera pour l'Innoventura, alias Fernand Naudin dans Les Pontons Flingueurs. On ne devrait jamais quitter Montauban. Alors à tous, bienvenue à Montauban. Merci à Grégoire Daricot, également à Alexandre Burkhardt d'avoir tourné les images de ce fabuleux reportage magnifique, Madame la maire. Justement, on a essayé de faire quelque chose. On vous a fait un petit cadeau avant de vous donner la parole. Si je vous dis 1963, il s'est tourné un film culte, vous diriez quoi? Les Tontons Flingueurs? Bien sûr, et ça c'est pour vous. Écoutez. Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Entre nous, à quoi penses-tu en général? À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban. Voilà, c'était pour vous. Merci beaucoup. Voilà, quelques mots sur les images que nous avons tournées, Brigitte Barège. Écoutez, c'est un exploit, je trouve, de résumer en quelques images, finalement, les points forts, les atouts, l'identité de la ville, l'histoire, la culture, le sport, sous tous ces angles, vraiment la brique, le Tarn, la végétation, enfin, cet alliage formidable, cette symbiose de la nature et de la ville et de la brique qui fait son charme, à mon avis, le plus important. Nous essayons donc avec Olivier Marin justement de mettre la lumière sur votre ville. Vous le savez puisque on s'est déjà vu au Salon des maires. Oui. J'ai eu un coup de cœur pour vous, pour votre ville. Pour vous aussi en tant qu'incarnation d'une élue locale très engagée dans votre territoire. C'était impressionnant. Et c'est vrai que je vous avais dit, je vous promets que nous irons à Montauban, avec vraiment cette idée de faire découvrir ces villes. J'aime pas le terme ville moyenne, moi, j'évite de l'employer. Voilà, une ville tout simplement, on va dire. C'est pas choquant. Je trouve qu'au contraire, après le Covid, le mot ville moyenne a pris tout son sens. Une ville où il fait bon vivre et qui est à taille humaine. Donc moi, ça ne me gêne pas. À taille humaine. Alors justement, on va parler maintenant du territoire. Avec les élus de la majorité, vous avez lancé un appel à projet avec le contrat de ville dans le cadre d'un vaste projet en rue, 2024-2030, un appel à projet pour un engagement tourné vers les quartiers de la ville. C'est une véritable ambition de redéploiement de la ville, une explosion, on peut même dire une transformation radicale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Je dirais plutôt que c'est une continuité. Je suis élue depuis 2001 et mon premier mandat a été consacré à un vaste chantier, peut-être le plus gros chantier des 4 mandats, c'est-à-dire la démolition de
de tout un quartier des années 60. Vous avez des tours HLM qui étaient complètement paupérisées ou malfamées. Enfin, il y avait des gros problèmes de délinquance, un quartier ghettoisé. Et donc, grâce à des urbanistes parisiens, M. Fortier notamment, j'en souviens très bien, nous avons donc eu l'idée d'ouvrir ce quartier, et d'ailleurs, et grâce à l'ANRU, et je remercierai jamais assez Jean-Louis Borloo à l'époque, donc je salue un des acteurs de cette belle rénovation. Nous avons complètement transformé ce quartier dont les Montalbans avaient peur. On a démoli 500 logements, les tours HLM, et l'idée était d'en reconstruire que la moitié sur place et de répartir le logement social de façon à peu près harmonieuse sur l'ensemble des quartiers. Donc c'est de là que tout est parti. Et là, on a fait de très beaux espaces publics. On a même implanté un établissement majeur culturel, la médiathèque, la Mémo. Et que depuis, d'ailleurs, on a rebaptisé ce quartier le quartier de la médiathèque parce qu'on voulait qu'il y ait tout ce qui est à proximité. Alors après, vous avez vu les installations sportives, le Palais des Sports Jacques Chirac, le complexe aquatique Ingréo sont juste à proximité en bordure. Je crois vraiment que c'est un quartier où il fait bon vivre aujourd'hui, où d'ailleurs les promoteurs sont venus depuis, alors qu'aujourd'hui il n'était pas question de pouvoir investir quoi que ce soit dans ce quartier. Alors ça, c'est l'ANRU, c'était premier mandat en gros 2005, on va dire 2008, non peut-être même 2010, ça a duré quand même au moins 6 à 8 ans. Et à partir de là, il fallait quand même garder l'œil rivé sur ce qui se passait à l'intérieur du quartier. Et c'est grâce au contrat de ville, qui est un contrat qui est élaboré chaque année. Là, je sors d'une réunion, on va signer un nouveau contrat pour 6 ans, 2024-2030. Mais ce n'est pas le premier contrat de ville, c'est une succession de contrats de ville où il est question là de travailler avec les acteurs locaux pour faire en sorte de surveiller, d'accompagner le secteur associatif, accompagner les habitants du quartier pour faire en sorte que continuer à faire bon vivre dans ces quartiers. Et cette année, ce qui est particulier dans ce nouveau contrat de ville qu'on va signer en juin, c'est qu'on va faire un contrat de ville spécifique par quartier. C'est-à-dire le quartier de la médiathèque dont je vous parle, il a ses problématiques. Le quartier du centre-ville, où on a aussi le projet ANRU qui était venu, a ses problématiques. Le quartier de Ville Nouvelle, qui est un quartier en devenir, a ses problématiques. Et pour chacun d'entre eux, le quartier de Beau-Soleil-Bas, enfin, ceux qui sont de Montauban connaissent ces quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux, eh bien, on aura vraiment quelque chose, une carte à la demande pour pouvoir répondre aux attentes des habitants. Alors, justement, dans le prolongement, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, une ville, elle doit garder, bien sûr, son identité, aussi avancer, mener des projets, vous venez de l'évoquer. On parle de plus en plus de réhabilitation, de transformation, de reconstruire sur l'existant, de redonner vie à d'anciens bâtiments. Alors, à Montauban, vous avez la chance d'avoir un riche patrimoine architectural qui est témoin, en fait, de votre histoire et de votre identité. Et vous mettez d'ailleurs beaucoup de choses en œuvre pour à la fois l'embellir, le mettre en valeur. Après la place nationale, donc, dont le nom a finalement été conservé. J'ai perdu. Non, mais c'est très bien. Enfin, c'est très bien. En tout cas, il y a eu 4300 votants, puisqu'il était question aussi de donner peut-être un autre nom. On a parlé de la place Olympe de Gouges. Et finalement, c'est place nationale qui est conservée. Moi, mon idée, c'était royal parce que c'est inscrit encore sur les arches cette place, donc de revenir à la place royale. C'était l'idée. Pas dans la volonté de revenir à un système de monarchie, comme l'ont mal compris les gens. Mais elle est tellement belle que je dis, vous savez, on dit c'est royal, vous voyez, dans le langage populaire. Voilà, c'est un peu ça. Remarquez, en tout cas, c'est pas grave. On a perdu ce coup-ci, mais c'est pas perdu définitivement. Rappelle-toi que la place des Vosges s'appelait la place royale. Absolument. Au temps de Louis XIII, effectivement. Il y a eu le même discours, les mêmes problématiques, mais là, on fait appel à quelque chose qui est très ancré dans notre. Ah oui. Bon, en tous les cas, cette place nationale. Mais vous avez raison, ça aurait pu et ça aurait dû s'appeler la place royale. Mais vous savez pourquoi? Et un dernier mot, puisque vous avez parlé de notre patrimoine, vous n'avez pas parlé d'Olympe de Gouges. Place nationale, pour moi, c'est le seul moment où la guillotine a été implantée sur cette place. Oui. Et je n'oublie pas qu'Olympe de Gouges a été guillotinée à cause de Robespierre, parce qu'elle lui a tenu tête. Elle était pour la liberté, elle était une femme généreuse. Bon, et au plus fort moment de la terreur, elle lui a tenu tête, elle l'a d'ailleurs perdue à cause de ça. Voilà, donc Olympe de Gouges, c'est une de nos héroïnes aussi. Voilà pourquoi nationale, ça ne me plaisait pas. Bon, en tout cas, cette place, elle est magnifique. Je vais encore tout à l'heure la voir. Alors, parmi aussi les transformations, il y a le Pont Vieux qui fait cette année l'objet de travaux d'embellissement, de sécurisation. C'est un chantier qui demande des expertises très spécifiques, puisque ce pont vieux a été construit au XIVe siècle, entre 1311 et 1335. Évidemment, il a été affaibli au fil des ans par le passage des voitures, par des infiltrations, et donc il y a des travaux qui ont débuté là en 2023, qui vont se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Avec les pierres, il faut tout caler au millimètre
le transport, la pose des pierres, le calades, scellement des garde-corps, la finition. C'est un chantier monumental. Un chantier monumental qui le mérite. C'est le pont le plus ancien de Montauban et le plus solide. Il est juste là. On a beaucoup à apprendre des constructeurs du Moyen-Âge, franchement. Encore et qui est en plus une pièce d'architecture, puisque c'est le premier pont à tablier plat qui a été fait. Parce qu'à l'époque, à cette époque... C'était des ponts ronds, un petit peu arrondis. Voilà, légèrement convexes. Et c'était déjà un morceau d'architecture. Et l'intérieur est creux. L'intérieur est creux, il y a même une chapelle à l'intérieur d'une des piles du pont. Ça se visite pas, hélas. Et puis surtout, et comme le Tarn est une rivière capricieuse et qui a eu des crues terribles, notamment en 1930, vous remarquerez qu'à chaque pile de pont, ils avaient un genre de, je sais pas comment ça s'appelle, d'avancée qui permet de couper les embâcles, d'empêcher que les troncs n'endommagent les piliers du pont. Et ça, c'était très original, et ce qui a permis que ce pont a survécu jusqu'à ce jour à des inondations terribles. Donc, ce pont, évidemment, en plus, c'était le passage de la route nationale 20. C'était encore une nationale. Quand l'État s'est débarrassé, comme toujours, il se débarrasse toujours de tout, sur les collectivités, de ces routes nationales, donc normalement, la plupart d'entre elles ont été dévolues au département. Et à l'époque, j'étais maire, donc on m'a posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Vu mes rapports avec le département, je préfère que tout le tracé de la nationale 20 devienne municipal. Mais ça, en l'occurrence, c'est l'agglomération du Grand Montauban qui le gère. Ça coûte cher, l'entretien de la voirie. Et c'est aussi une caractéristique du Pont-Vieux. Donc, quand l'État nous a donné le Pont-Vieux, un cadeau empoisonné, il nous a quand même donné un peu d'argent pour refaire ce qu'on appelle les balustres, les garde-corps qui n'étaient pas à la hauteur suffisante, vous savez. On a gardé cet argent pendant un certain temps parce qu'on avait d'autres priorités, mais là maintenant on a dit il faut qu'on y passe. Donc on refait tout, y compris les calades, cette particularité, ces petits cailloux noirs et blancs qui sont chers à notre architecte des bâtiments de France et qui relatent dans une époque du bâtiment, vous savez, et qui sont mis un après l'autre. C'est infernal, c'est très long. Je commence à m'exaspérer moi sur la durée du chantier. Mais c'est très coûteux surtout, parce qu'évidemment, vous imaginez beaucoup de main-d'œuvre. Mais enfin, on va y arriver, et ce sera magnifique. Normalement, objectif que ce soit terminé fin d'année. On a un peu perdu du temps à cause de pierres qui étaient dessous, et qui avaient été mal scellées, et surtout qui étaient poreuses, qui menaçaient de s'effondrer, donc c'était pas prévu. La bonne nouvelle. Quand on rénove de l'ancien, vous le savez. La bonne nouvelle pour votre territoire, vous m'en aviez parlé, d'ailleurs, on a travaillé sur le sujet pour préparer l'émission depuis quelques semaines maintenant. À l'horizon 2030-2032, la ligne à grande vitesse, enfin la ligne à grande vitesse, entre Bordeaux et Toulouse, va placer Montauban à 2h40 de Paris et à 15 minutes de Toulouse. Et à 1 heure de Bordeaux. Vous imaginez 15 minutes de Toulouse. Oui. Quand on voit aujourd'hui les difficultés du logement, du foncier et de l'aménagement du territoire, et ça va. Qu'est-ce que vous imaginez pour alors, le terme peut-être désenclavement est un peu fort, mais pour justement cette force incroyable, une cause gagnée de haute lutte, par Jean-Luc Maudinck aussi, qui a été l'un des Dominique artisans. Bussereau, à l'époque, je me souviens que Dominique Bussereau était encore ministre des Transports, j'étais encore députée à l'époque, et je lui avais demandé qu'il y ait une gare à Montauban. Parce que c'était pas gagné quand même, parce que vous avez une gare à Matabio, à Toulouse, vous avez une gare à Agen. Je parle de gare LGV, puisqu'on a une gare, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je remercie, encore un que je dois remercier, puisqu'il a pensé que c'était opportun d'avoir cette gare LGV à Montauban. Et je dois pouvoir dire d'ailleurs que ce sera la gare la plus importante d'Occitanie, ce sera la gare nord de Toulouse. Parce que le choix qu'a fait Moudin, que je respecte totalement, fait qu'elle reste une gare de centre-ville, donc difficilement accessible. Et déjà, on le voit que la plupart des nord-toulousains, Villemur-Fronton, viennent prendre le train à Montauban. Il en est de même d'ailleurs pour Albi, n'est pas très loin. Les gens prennent la TGV qui existe quand même, qui n'est pas encore, on n'a pas la ligne à grande vitesse, mais on a la TGV à Montauban. Car on n'en parle pas. Bref, ce sera la première gare d'Occitanie. Donc on envisage, au début on disait 1 million de voyageurs, il y en aura 2 millions, certainement par an. Donc tout cela se prépare. Il faut à la fois préparer l'accessibilité à la gare, ce n'est pas simple, et notamment la désenclaver, ne pas tomber dans le travers toulousain. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un boulevard qui contourne Montauban, si vous voulez, contourné par l'est par l'autoroute A20 et par l'ouest par un boulevard que nous sommes en train petit à petit de construire. Ça coûte cher. On a encore à peu près 80 millions à mettre sur la table. Donc j'espère. 80 millions. Oui, parce qu'il faut enjamber le canal, il faut enjamber 2 fois aussi la ligne TER.
Et donc, mais néanmoins, c'est nécessaire, parce que si on veut que cette gare fonctionne, il faut qu'elle soit accessible. Elle va se faire. Elle va se faire, elle est C'est voté. on a signé, on paye tous les ans, d'ailleurs. Il y aura un peu de retard peut-être. Toujours avec la SNCF, il y a toujours du retard. Donc, alors, on dit 3 ans dans la vue depuis qu'on a signé. Alors déjà, mais pour autant, nous on essaie de ne pas en prendre du retard et de préparer l'arrivée. Alors, je vous ai parlé de l'accessibilité par le boulevard urbain qu'on appelle le boulevard d'Occitanie, mais aussi nous travaillons au quartier-gare parce que à cet endroit-là, il va y avoir une nouvelle ville carrément. C'est à 10 km de Montauban, juste, on est encore à cheval sur Montauban et Bressol. Il y a déjà une grosse zone économique qui s'appelle Alba Sud, qui est juste à fleur de cette gare. Et donc, il faut qu'on prépare de l'habitat, des équipements publics. Enfin, nous, on n'a pas attendu, on travaille beaucoup. Alors, on a encore 2 questions à vous poser avant d'écouter nos experts, parce que le concept de l'émission, Brigitte Barège, c'est justement que vous écoutiez les experts dont vous avez besoin, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire, il y a une alliance objective entre le secteur privé et le secteur public pour fabriquer la ville et converger vers un territoire, on va dire qu'on va mieux vivre ensemble. Alors, je dis ça pour le clin d'œil à Lionel Séropian, qui nous écoute, bien évidemment. Question sur la sobriété énergétique. Vous avez été très engagé sur la transition écologique. On est très en pointe, on est même leader dans tous les domaines sur l'Occitanie. Vous avez lancé un plan de sobriété énergétique. Le plan climat avant tout le monde. Absolument. Vous avez même fait des émules, puisqu'on vous suit, et d'ailleurs vous en êtes très heureuse, bien évidemment, et vos collègues vous suivent très volontairement. De nombreuses démarches ont été mises en place. Votre vision, aujourd'hui, si je vous demande, Brigitte, de faire une photographie à l'instant T, justement, de l'état dans lequel se trouve notre pays, à l'échelle même de la ville de Montauban, sur à la fois cette transition écologique auquel tout le monde souscrit, il n'y a plus de débat, mais parfois aussi des difficultés que l'on a face à des mouvements écologiques peut-être un peu punitifs, un peu durs, un peu radicaux, etc. Une nécessité, et on en a parlé au Salon des maires, d'accueillir une démographie qui a besoin de se loger, parce que on a plus de 10 000 habitants en quelques années. Les besoins de se loger, donc c'est bien qu'on ait du ZAN, du zéro artificialisation nette, mais quand même, il faut quand même loger les habitants. Et je sais que c'est un souci auquel vous je me suis battu contre, Quelle est justement votre vision de cela, compte tenu que vous avez démontré, vous, Brigitte Barège, que vous étiez capable de faire de Montauban un exemple, une exemplarité de sobriété énergétique? D'abord, je voudrais dire, arrêtez d'emmerder les maires. Excusez-moi, c'est une expression, elle n'est pas de moi. Donnez-leur un peu plus de flexibilité, plus de liberté pour pouvoir porter eux-mêmes leurs projets. Ne pas sans arrêt être donc sous des normes que vous avez qualifiées vous-même de punitives, et je souscris totalement. Le grand défi, c'est d'abord la sécheresse dans notre région. Et donc, les retenues d'eau, c'est absolument indispensable. Je ne parle pas de Sivens, Charlas, tous ces barrages qui ont été arrêtés par ces écolos, ces Khmer verts, qui enrayent tous les grands projets. Comme aujourd'hui, ils se battent contre l'autoroute entre Castres et Toulouse, comme ils vont se battre évidemment contre la SGV, comme ils se battent, nous, dans la ZAC de Bas-Pays, sur des bassins de rétention. Bref, ils sont contre tout. Et malheureusement, par les recours contentieux qu'ils génèrent, ils retardent les procédures. Savez-vous que sur le GPSO, ce qu'on met en place avec les 2 grandes régions pour la ligne à grande vitesse, on redoute les recours. Déjà, on redoute les recours. On essaie de bâtir des cahiers des charges qui, de toute façon, seront attaqués. Bon, bref, donc, ce problème de l'eau est un problème crucial. Nous essayons de le résoudre de notre côté. Le problème de l'énergie en est un autre. Donc, vous le savons, non, nous avons une centrale nucléaire dans le département, mais ça ne suffit pas. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur la sobriété énergétique. Nous avons mis en place, nous brûlons nos déchets avec cette usine d'incinération. Nous chauffons tout un quartier de la ville. Nous avons un réseau de chaleur que nous avons développé. De la même manière, nous recyclons beaucoup tous ces déchets. Par rapport aux usines d'eau potable que nous avons mis en place, justement, on refait toutes nos stations d'eau potable sur les 2 rivières qui bordent Montauban, le Tarn et l'Aveyron, pour préserver la ressource en eau. Et nous avons créé des conduites justement entre les 2 stations, parce que sur l'Aveyron, on a souvent des problèmes d'étiage été. En parallèle de ça, sur nos eaux usées, nous avons en cours une construction d'une station de méthanisation. Avec nos eaux usées, avec les boues qui sortent des stations d'épuration, nous allons faire de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Parce que vous avez une proximité avec des maraîchers, avec des terres agricoles qui déjà permettent... les boues des stations d'épuration, vous savez, qui sortent des eaux usées. Donc, vous avez aussi une énergie, vous avez un ensoleillement qui est quand même aussi important. On a l'ensoleillement, encore on a bien sûr le photovoltaïque comme partout qui va se développer, mais sur ces énergies propres, que je viens d'énoncer, et il y aurait beaucoup à faire, mais ça c'est un autre sujet, sur les barrages hydroélectriques. Je pense que l'énergie qui résulte de l'eau, il n'y a pas plus propre que cela. Et c'est dommage qu'on arrête tous ces projets.
Olivier On Marin, va dernière poursuivre, question. oui, avec le logement. En matière de logement, beaucoup souhaitent évidemment accéder à la propriété, d'autres déjà de pouvoir trouver une location. On pense évidemment aux étudiants qui ont de plus en plus de difficultés à trouver un logement. Avant de voir justement votre vision en matière de politique du logement, je regardais hier sur Figaro Immobilier justement au niveau des annonces, des biens à la vente et des biens en location à Montauban. Montauban, bien à la vente, 539 annonces. Et je regarde location, 77. Je me dis, il y a peut-être un problème, c'est peut-être Figaro Immobilier. Je regarde en fait sur Se Loger, exactement à peu près pareil. On est à 900 annonces de biens à la vente à Montauban, biens en location, 105. Est-ce qu'il y a un problème ou on le retrouve dans beaucoup de villes de France. J'allais vous dire, je pense que c'est un problème national. C'est un problème national. Oui. Parce qu'il y a un phénomène Airbnb, notamment, beaucoup d'investisseurs se sont tournés Exactement. vers... Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez à bras-le-corps ou pas, sachant qu'il va y avoir aussi l'ADIL 82, donc qui s'installe et qui va faire un observatoire des loyers. Oui, enfin, c'est plutôt nous qui le faisons avec l'ADIL. Alors c'est vous. Est-ce qu'il y aura... du logement. Non, nous avons nous une politique sur le permis de louer, par exemple. Ouais. Nous avions un centre-ville, un beau centre-ville, un patrimoine mais beaucoup dégradé parce que ces hôtels particuliers magnifiques du 16e, 17e siècle, les propriétaires n'avaient pas les moyens de l'entretenir. Et petit à petit, malheureusement, et notamment dans le centre-ville, on voyait des marchands de sommeil s'installer avec tout ce que vous pouvez imaginer, d'habitat dégradé, insalubre. Donc on a mis en place, et cela depuis 2020, la loi sur le permis de louer qui était absolument facultative. Hein. Nous avons été précurseurs dans ce domaine et grâce à cela, nous avons pu donc améliorer le secteur locatif. Les agences qui étaient contre, peut-être dans la salle au départ, ont compris, on a promis que ce ne serait pas très long, qu'on ferait tout pour pas enrayer le marché locatif, puisque, en gros, quelqu'un veut louer, il demande à la mairie l'autorisation, le permis de louer. Nous envoyons sur place, évidemment, un service qui est très bien organisé et qui va donc voir si c'est conforme en termes de salubrité, en termes de sécurité, d'habitat locatif. Et si ce n'est pas le cas, donc on préconise quelques petits travaux. Nous les accompagnons. Il faut quand même savoir que nous avons mis en place tout un système grâce au plan local de l'habitat d'accompagnement avec de l'aide directe, donc via l'ANA, par l'Agence nationale de l'habitat, mais aussi avec tous les PIG, les PH, l'opération programmée de l'habitat. Bref, on a aussi des aides sur l'accessibilité, sur la rénovation de façade. Donc, si vous voulez, on n'est pas là que des censeurs, on est des accompagnateurs. Ça, c'est vécu comme une incitation plutôt qu'une contrainte. Exactement, je tiens à le redire, puisqu'en plus, je dois dire qu'aujourd'hui, ça y est, ça roule très bien. Et quand, par exemple, on renouvelle pas l'opération, quand vous avez déjà loué plusieurs fois, vous ne revenez pas. On ne revient pas. Okay. Et ça a tellement bien marché qu'au début, on avait concentré centre-ville parce qu'on avait beaucoup de marchands de sommeil. Ça nous a permis quand même de poursuivre des gens indélicats en correctionnel, avec interdiction de louer. Vous avez bien voilà. Ça, je crois qu'il fallait le faire. Et ça menait en plus une population quand même... Et d'ailleurs, c'est Julien de Normandie, l'ancien ministre du Logement, qui avait qualifié, qui avait augmenté le niveau de qualification pénale des marchands de sommeil à la hauteur de... Ah non, mais là, ils ont pris cher, si j'ose dire, comme disent les jeunes, puisqu'ils ont été interdiction de l'exploiter pendant 10 ans. Enfin bref. Et donc, comme ça marchait bien en centre-ville, on l'a étendu petit à petit sur les quartiers les plus anciens, Ville-Bourbon, Ville-Nouvelle. Et petit à petit, on a à peu près un secteur d'à peu près 10 000 logements actuellement que nous contrôlons. Enfin, que nous contrôlons, j'entends bien, pas systématiquement, hein, c'est dès lors qu'il y a une opération de location en cours. Et puis, les gens qui oublient de nous demander la permission, si on apprend par des locataires que c'est pas terrible chez eux, évidemment, là, on passe à l'offensive avec d'autres moyens. Et c'est pas de dérive Airbnb ou de location touristique, c'est venir au détriment des étudiants ou de logements pour les étudiants. Non, on manque de logements étudiants, mais on n'a pas beaucoup d'étudiants. Moi, je voudrais juste ajouter, Madame la maire, justement, à l'instar de ce qu'a fait le maire de Saint-Malo, par exemple, qui a carrément interdit la location en mode Airbnb ou qui l'a limité. Ah non, moi, est-ce que, alors justement, mais c'est une question que se posent tous vos collègues. On a quand même 49% de moins d'annonces à la location dans les villes en moyenne sur les moteurs de recherche dans les deux dernières années. À cause de Airbnb ? Alors, c'est une des causes. Dans les deux dernières années. Est-ce qu'on a des difficultés à se loger à Montauban quand on veut louer, objectivement ? Il faut demander aux agences. Oui. On va poser la question. Oui. Selon vous ? Est-ce que vous avez des remontées dans le domaine ? Les gens. Montauban est une ville où on est éligible à la DSU. Ça veut dire quoi ? Que le niveau économique, le niveau de revenu par habitant est assez bas.
Vous avez des gens qui ont une très grosse fortune, mais vous avez des gens très modestes. Comme toutes les villes-préfectures, les villes chefs-lieux qui concentrent un peu la misère. Bien sûr. Donc, par rapport à cette population-là, il faut les loger. Donc là, en rue, ça a été fait pour ça. Nous avons tout un programme, évidemment, avec les bailleurs sociaux, de logements sociaux. Aujourd'hui, je veux m'engager plus sur le logement intermédiaire. Pourquoi ? Parce que ça s'adresse aux classes moyennes, qui, elles, sont toujours les dindons de la farce. Ah, complètement. Alors qu'elles ont les moyens, malheureusement, d'être éligibles au logement social. Pas assez riches pour aller sur le marché privé et trop pour le marché social. Sont débordés à cause du projet des préfets qui s'insèrent pour le DALO et pour y mettre des populations un peu éloignées de nos cultures, etc., ce qui complexifie encore plus cet habitat. Donc, moi, je serais assez pour le logement intermédiaire. Maintenant, il faudrait qu'ils comptent dans les bûchettes. Vous savez qu'on est sanctionné si on n'atteint pas un certain niveau de production de logements sociaux. Il faudrait que ce soit considéré comme tel. C'est pour ça que nous, on a beaucoup travaillé à l'ANA. On a beaucoup de loyers intermédiaires vieilles. Vous savez que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat permet, en aidant les propriétaires à rénover leur logement, en contrepartie, les propriétaires doivent mettre des loyers minorés par rapport au coût du marché. Eh bien, je trouve que ça, c'est assez adapté à la population qu'on a à Montauban. Après, sur l'Airbnb, ça permet de compenser le déficit hôtelier. Peut-être aussi. Là, aujourd'hui, on a des gros projets d'hôtels. Oui, vous avez raison. On a des gros projets d'hôtels. À la fois, vous avez des palaces, mais vous en avez aussi des 3 étoiles, 4 étoiles. Je pense qu'on en a besoin. Parce que Montauban est devenu une place forte de l'événementiel. Et on voit bien qu'on a beaucoup de congrès, beaucoup d'activités événementielles, etc., que toute l'année, les hôtels sont pleins. Alors, c'est vrai que le marché locatif, donc, bien évidemment, donne aussi un reflet du marché sur, effectivement, la vitalité sur l'ancien comme sur le neuf, et ce qui permet, bien évidemment, aussi de décompresser les prix de l'ancien, c'est d'avoir une politique résolue dans le PLU de construction de logements neufs nécessaires à l'équilibre de la ville. Je sais, Madame la maire, que vous êtes une maire bâtisseuse, on peut le dire ? Au sens noble. On peut le dire, et je me régale. Noble du terme. Je ne parle pas de bétonneur, je parle de noblesse de construction. Non, parce que je suis très attentive sur le centre ancien, à la réhabilitation, évidemment, bien sûr, de manière adaptée. Une dernière question, Olivier Marin, et ensuite on poursuit. Vous avez déclaré récemment que vous vouliez faire à la fois de Montauban une ville plus verte aussi, plus ambitieuse. Vous parliez notamment des spectacles et du sport. Alors, j'ai vu qu'il y a eu un petit bémol sur l'équipe de rugby, je crois qu'il y a un dernier moment. Enfin, on va pas en parler. Mais Montauban est associé à la fois, justement, une ville extrêmement sportive, extrêmement efficace et qui se projette sur la culture, sur des scénographies, sur cette attractivité aussi économique. Quels sont, pour les gens qui ne connaissent pas du tout Montauban, quels sont les grands projets à venir, si vous deviez les résumer ? Il y en a beaucoup. En cours, nous avons un centre d'excellence sportive de haut niveau qui permettra à des athlètes qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller les accompagner jusqu'au plus haut niveau, c'est l'équipe de France ou les Jeux Olympiques, pourquoi pas, on en a un. Et donc, ce centre d'excellence sportive va ouvrir ses portes à la fin de cette année, 2024. Il était destiné pour partie au rugby, mais pas que. Et donc, nous avons déjà, tous nos services des sports ont recruté une centaine d'enfants, oui, ils sont jeunes, qui sont susceptibles de rentrer dans ce centre d'excellence sportive, et j'en suis ravie. Ensuite, sur la culture, nous avons une salle de musique actuelle qui est en construction, qui va démarrer, qui sera finie en 2025, qui permettra d'apporter un supplément aussi d'espace public, de salles de spectacle. Nous avons un genre de petit zénith qui s'appelle Eurythmie. À peu près, on peut avoir 3000 places. On a un théâtre, qui est un très beau théâtre à l'italienne. Et on n'a pas la solution intermédiaire dont cette SMAC permettra d'accueillir des spectacles, des conférences, des congrès pour une jauge moins importante, entre environ 1000 personnes environ. Et en même temps, elle permettra de promouvoir donc la musique actuelle. Sur les écoles, parce que quand même, on accueille de nouveaux habitants, mais il faut penser aux enfants, même si la démographie baisse. Donc, nous avons un gros projet de marché global de performance sur la rénovation de 3 écoles qu'on va entièrement refaire. Justement, ça, j'en profite sur la transition écologique. Nos nouvelles constructions, elles sont toutes en marché global de performance. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on exige du constructeur, on est terrible avec les constructeurs, non seulement qu'ils construisent, mais qu'en plus, ils construisent des bâtiments à énergie positive, voire même qui nous permettent de faire des économies d'énergie. C'est ainsi qu'on a construit le Palais des Sports Jacques Chirac, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi ces écoles en cours, mais aussi la SMAC, la salle de musique actuelle. C'est une règle aujourd'hui. On a l'hôtel de ville 3, c'est un agrandissement de la mairie. Donc, ça nous permet de faire des économies d'énergie très intéressantes, évidemment, pour notre budget qui ne cesse d'augmenter
à cause de la hausse du coût de l'énergie due à une politique nationale catastrophique. Et puis l'éclairage aussi, et puis la rénovation dans Oui. le centre-ville Et aussi, avec l'éclairage, des zones piétonnes voilà, aussi. tout notre éclairage, vous avez raison, marché global de performance éclairage public, qui sur 4 ou 5 ans va rénover tous nos lampadaires avec des éclairages LED, mais aussi des basses intensités, mais en même temps qui nous permettra de faire l'événementiel avec des belles couleurs de façade l'été. Donc on va créer d'ailleurs pour la 3e fois cette année, le festival qu'on appelle des Lucioles, un genre de petit festival des Lumières. On n'est pas à Lyon, mais on est à Montauban, et c'est un beau spectacle quand même. Merci Brigitte Barège, merci Olivier Marin. Voilà, si vous prenez le programme en cours, les amis, nous sommes à Montauban, qu'il ne faudrait jamais quitter. Voilà, c'est cultissime, bien sûr, vous avez compris. Je faisais allusion au tonton flingueur. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que dans l'hôtel où nous sommes, avec Olivier, salle de convention, qui est donc l'abbaye des Capucins, très joli hôtel, une très belle régénération. Ancien séminaire, voilà, qui était le séminaire, qui était une école, une prison aussi. Ah oui. Et donc ça, voilà, comme quoi finalement on peut régénérer et en faire un peut palais, tout réhabiliter. Absolument, un palais d'exception. Voilà, on est à Montauban. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet pour vous découvrir cette ville où il fait bon venir, mais aussi bon à investir. Je vous propose que nous commencions cette fois-ci par la séquence que nous aimons bien, c'est Parlons bien, avec maître Cécile Aguirre, qui est notaire à Montauban et membre de la Chambre à la Cour d'appel de Toulouse. Elle nous rejoint dans quelques instants. On va parler prix, on va parler investissement, on va parler habitat. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. De retour ici à Montauban, sur le plateau des clés de la ville. On est ici au musée Ingres-Bourdelle, l'ancien palais épiscopal qui a une histoire, bien évidemment, puisque quand le royaume de France s'est réapproprié la ville et donc la religion, l'épiscopat s'est fait fort, justement, de montrer à l'extérieur la richesse de l'épiscopat français. On était là dans la demeure de l'évêque, donc on est dans un endroit magnifique. Je vous incite vraiment à venir découvrir cette bonne vieille ville de Montauban où il fait bon vivre. Voilà, merci à Brigitte Barège, maire de Montauban, de nous accueillir. L'étape applaudissements pour la maire de Montauban, s'il vous plaît. Et ma très chère Brigitte, j'ai le plaisir de vous présenter Cécile Aguirre, qui est notaire à Montauban et membre de la Chambre et à la Cour d'appel de Toulouse. Vous allez nous parler, mon cher maître, justement, des prix, et on va, pour justement vous poser la question, et on a une tradition, c'est toujours notre ami Olivier Marin qui s'y colle. Oui, bonjour maître Aguirre, donc notaire à Montauban, membre de la Chambre. Avec vous, on va faire justement un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également aussi délivrer des conseils pratiques. Alors, quelques chiffres clés pour démarrer. Statistiques, alors à fin décembre 2023, selon les chiffres du CSM, 1950 comme 1950 €. C'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Montauban. Alors, c'est une hausse de 5% sur un an. C'est un peu étonnant, on se dit que ça baisse. En tout cas, c'est une hausse sur 5 ans, mais surtout, depuis 5 ans, il y a eu une hausse de près de 50%. Alors là-dessus aussi, on peut se dire, est-ce que c'est l'attractivité en fait ? Est-ce qu'il y a eu aussi un rattrapage ou bien est-ce que les prix sont trop vite montés ? Et le deuxième chiffre clé, c'est 215 000. C'est le prix de vente médian d'une maison ancienne à Montauban. Alors là, une légère baisse depuis un an et une hausse quand même de près de 28% sur 5 ans. Si l'on devait avoir une synthèse avec vous, mettre déjà le marché de l'immobilier à Montauban depuis déjà l'année dernière, l'évolution. Alors oui, c'est vrai que la ville de Montauban n'a pas échappé, comme au plan national, à une diminution des volumes de vente et des volumes de transactions. Alors là, au niveau des chiffres qui nous ont été communiqués, on est à peu près à une vingtaine de pourcents, entre 20 et 25% de baisse en termes de volume de vente et de nombre de transactions. Après, ce sont des chiffres qui sont quand même à relativiser avec la forte augmentation des volumes de vente et puis des prix surtout qu'on a connus depuis 2018 sur le secteur. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu quand même le sentiment de sortir petit à petit de cette phase d'immobilisme, d'attentisme qu'on a vu auprès de nos acquéreurs et même auprès de nos vendeurs sur l'année 2023. Alors une phase nationale liée au contexte général, à une inquiétude sur l'avenir et puis aussi l'augmentation du coût de la vie.
Et puis l'augmentation évidemment de la forte hausse des taux immobiliers qui a immédiatement impacté le volume des transactions, puisqu'on a quadruplé, les taux immobiliers ont quadruplé en un an. Donc on est passé de 1 à 4%. Ouais, et c'est un phénomène qu'on voit avec Sylvain dans toutes les villes de France, où c'est vrai que sur l'année 2023, il y a eu, avec les difficultés d'accès au crédit, des baisses importantes au niveau des transactions. Mais alors certains nous disent maintenant, depuis janvier, voire février, voire encore plus récemment le mois de mars, que il y a une embellie, une éclaircie, que ça repart un petit peu. Est-ce que c'est le cas? On réouvert les robinets du crédit, par exemple. Alors oui, c'est vrai que sur ce premier trimestre 2024, fin de trimestre, le bilan il semble quand même assez positif. On retrouve dans nos études des profils d'acquéreurs qu'on ne voyait plus du tout en 2023. Alors déjà les primo-accédants, puisque les banques les avaient un petit peu mis à l'écart de l'accession à la propriété. Il n'y avait plus de financement sans apport financier. C'est plus le cas là sur ce début d'année 2024. On retrouve des acquisitions à financement total, avec donc financement sans apport, et puis ça réouvre forcément aussi la porte aux investisseurs, puisqu'on est sur une commune où la rentabilité est forcément intéressante, même d'un point de vue plus large sur le département. Alors on n'est pas sur les loyers toulousains, évidemment, mais donc on n'est pas non plus... À combien à peu près alors? À combien? Sur les loyers? Alors, ça dépend du type de produit, mais en termes de rentabilité, sur la commune de Montauban, on peut être entre 7 et 8% de rentabilité brute. On en parlait tout à l'heure. Et si on s'éloigne de Montauban, on va encore plus pouvoir augmenter cette rentabilité. Je pense à des communes comme Caussade aussi, où la rentabilité peut être beaucoup plus intéressante, et ce, malgré l'augmentation des prix. Exemple, de quel ordre, donc on vous dit plus important? 1% de plus, on peut aller jusqu'à 9% de rentabilité. Brut, bien sûr. Sur certains biens immobiliers, oui, tout à fait. Donc tout dépend du prix d'appel et du prix d'achat. Alors la question qu'on nous pose, et c'est des investisseurs qui nous la posent, bien évidemment, on a besoin des bailleurs privés, vous savez, investisseurs, vous savez, on en a besoin des bailleurs privés pour loger sur le marché privé. D'ailleurs, on avait relevé au niveau statistique, et la statistique n'a pas beaucoup changé, 62%, je ne sais pas si vous le saviez, Brigitte Barège, des occupants locataires du marché locatif privé seraient éligibles au logement social. Je crois que c'est 70, moi. 62, oui. Non, oui, 62 pour 62%. Donc le niveau de vie a augmenté. Voilà, les dernières statistiques. Donc c'est quand même. Donc ça veut dire que clairement le marché locatif privé, on n'a pas que des salauds de propriétaires. Vous savez, souvent la mythologie du propriétaire qui est là uniquement pour gagner de l'argent, c'est un peu un mythe, même si effectivement il y a eu des cas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de personnes extrêmement indélicates. La profondeur locative, est-ce qu'elle existe à Montauban, maître? Si, par exemple, je vous dis, moi, je décide d'investir, j'estime que je veux tirer en moyenne, sans faire de spéculation, une rentabilité entre 6 et 7% brut, je me trompe pas trop si je choisis Montauban comme zone d'investissement? Ah non, loin de là, oui, tout à fait. Ah oui, on retrouve une rentabilité à minima de 5 à 7% assez facilement sur les biens immobiliers aujourd'hui. Parce que si on prend les taux techniques aujourd'hui et qu'on prend le taux moyen de 7% brut, on est quasiment sur une opération blanche avec un apport de 20 ou 25%. Oui, tout à fait. Alors, on parlait aussi du permis de louer tout à l'heure. Ça a donné du fil à retordre aux propriétaires, aux interlocuteurs et aux partenaires de l'immobilier. Mais aujourd'hui, avec le recul, on voit quand même effectivement que ça a permis d'améliorer le parc locatif et donc de provoquer aussi une petite augmentation des loyers et donc de la rentabilité aussi au niveau des propriétaires. Alors, maître, si l'on devait prendre une photo pour expliquer un petit peu les différents quartiers ou voir les quartiers et ce sera la dernière à Montauban. Alors, sur les Montauban, bons plans, Maître Aguirre. Les bons plans, si on les connaissait, on ne les donnerait pas. Mais alors, c'est vrai qu'on a des quartiers valeurs sûres, toujours les quartiers des Coteaux, Saint-Martial, Le Faux. On parlait de Beau-Soleil, de Saint-Michel, ça reste des quartiers qui sont très prisés des Montalbanais et même aussi des acquéreurs qui arrivent d'autres villes, puisque ce sont des quartiers résidentiels prisés. Après, il y a eu une forte évolution, notamment du quartier Ville-Bourbon aussi, et du quartier Sapiac, avec tous les travaux qui ont été mis en œuvre. Alors, on parlait de l'accessibilité avec le Pont-Vieux. Alors, il y a encore effectivement des travaux qui sont en cours, mais néanmoins, c'est vrai que le quartier a été vraiment subi une embellie qui a donné l'envie d'investir. C'est émergent. Ça vaut la peine. Émergent, ça l'est déjà, ça a déjà commencé. Quand elle parle des travaux, je n'ai pas parlé des travaux contre les crues. Donc les deux quartiers dont elle parle, que ce soit Ville-Bourbon en face et Sapiac de ce côté, étaient régulièrement inondés. Quand on a fait 15 millions d'euros quand même de travaux de digues paysagers, c'est très joli, ça valorisait complètement évidemment l'habitat de ce quartier, notamment Sapiac.
Bien sûr. Après, il y a le centre-ville aussi, toujours. Qui a voilà, le cœur de ville, c'est toujours... Le cœur de ville, c'est un peu comme on dit à Paris, le QCA. Dernière question, très rapidement. Question importante aussi en cette période quand même d'incertitude, où on n'a pas aussi beaucoup de visibilité, dans un contexte un peu chahuté, notamment pour l'immobilier. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier ? Déjà, j'ai envie de vous dire, allez voir votre notaire pour qu'il vous prodigue des bons conseils, qu'il puisse également aplanir avec vous la situation, vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants des opérations. Il y a d'autres partenaires immobiliers qui sont à consulter, je pense aux agences, je pense aussi aux courtiers et aux banques. Donc après, il n'y a pas vraiment de bon plan, évidemment, sinon on en profiterait aussi. Mais bon, il y a quand même des secteurs émergents, et puis on est sur une commune qui bénéficie d'une forte attractivité par rapport au bassin toulousain, et c'est quand même une commune aussi qui a été vraiment mise en lumière par les représentants de la commune et les acteurs de la ville. Donc je pense que c'est une ville qui a vocation de toute façon à progresser, et l'immobilier reste une valeur sûre sur Montauban. Bien sûr. Merci beaucoup. Maître Aguirre. Extrêmement intéressant, justement, ces sujets, puisque vous l'avez rappelé, il est plutôt avisé de consulter le notaire de l'étape, justement dans la ville où on va. On peut vous trouver facilement sur Internet. Je rappelle, Maître Aguirre, que vous êtes membre de la Chambre à la Cour d'appel de Toulouse. On va passer maintenant au logement neuf dont on a réellement besoin, qui, disons-le, dans le pays est sérieusement en panne. On a un vrai sujet qui compresse les prix, inévitablement, parce qu'il faudra bien un jour se pencher sur le logement des Français. C'est la vie ensemble dont on va parler avec Lionel Séropian, qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est le régional de l'Étape pour Nexity. À tout de suite. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. De retour sur le plateau ici à Montauban, bienvenue à Montauban. On est ravis de vous accueillir au musée Ingres-Bourdelle avec mon ami Olivier Marin, avec lequel nous commettons déjà depuis 4 années justement le Tour de France de l'immobilier avec les clés de la ville. On est ici en présence de Brigitte Barège, maire de Montauban, qui nous accueille avec beaucoup de générosité dans cet écrin architectural, l'ancien palais épiscopal devenu le musée Ingres-Bourdelle. Je ne savais pas d'ailleurs que Ingres, il était d'origine montalbanaise. Ah oui. C'est lui qui a donné d'ailleurs la plupart de ses œuvres à sa ville natale. Oui, je ne peux pas tout savoir. Il n'avait pas d'enfant, donc on a profité. C'était super, en tout cas magnifique, vraiment un endroit magnifique. On va parler de la vie ensemble justement avec vous, Lionel Séropian. On se revoit tous les mois en ce moment. Comment ça va, Lionel ? Très bien, vous. Nous étions à Aix-en-Provence avec Sophie Joissin, qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse également. On va parler, si vous voulez bien, Lionel, je rappelle simplement que vous êtes directeur général adjoint Alpes-Maritimes, Var, Grand Marseille, Languedoc et Midi-Pyrénées. Inutile de dire que votre terrain de jeu, il est quand même extrêmement vaste. Et vous êtes implanté dans la région depuis 47 ans. C'est ça. Ouais, plus de 47 ans, c'est juste énorme. Et quand on fait aujourd'hui une rétrospective, vous êtes en présence de Brigitte Barège, maire de Montauban. Ça doit vous faire plaisir quand la maire de la ville vous dit « Moi, je suis une maire qui bâtit », au sens noble du terme. Absolument. Vous savez, en tout cas pour Nexity, les équipes de Nexity, les maires bâtisseurs et les communes bâtisseuses, c'est une quête, c'est une conquête. Il y a une quête et une conquête. Donc, on a discuté avec Madame le maire. Bien sûr qu'on est... c'est un métier qui est souvent décrié, qui a souvent une image qui n'est pas à la hauteur de ce que c'est faire cette profession, c'est-à-dire bâtir la ville. Il faut être fier de bâtir. Regardez ce qu'on a aujourd'hui dans votre belle commune, ce qui a été fait par le passé. On en est tous fiers. On cherche à le conserver, à le transformer, à le réhabiliter. Et je crois que voilà, il faut qu'on garde à l'esprit que notre métier, quand bien même ce soit peut-être un peu moins noble aujourd'hui que de construire, pour plein de raisons. On ne va pas refaire l'histoire de la politique du logement en France. Il nous faudrait beaucoup plus de temps que les 10 minutes qui nous sont réservées. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est... Gardons à l'esprit que bâtir est un acte noble. J'aime beaucoup cette idée. On va parler du marché concrètement, justement, Lionel. Comment se situe le marché à Montauban ? Les prix mais au mètre carré, j'ai regardé, c'est quand même très abordable, même s'il y a quand même eu des progressions sur une année. Je crois qu'on parle quasiment de 3% de hausse sur une année. Alors, j'ai envie de dire, Montauban est un marché sain. Je me permets de vous expliquer ça, parce que c'est sain, parce que la différence de prix entre le neuf et l'ancien est très très faible.
Donc, ce qui est je plutôt dis rare. que c'est sain et c'est Oui, rare. c'est vrai, quand on compare les prix, c'est... Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un marché qui a été à l'abri de la spéculation, notamment par son zonage, notamment par la politique de l'habitat qui a été menée. Donc je pense que c'est avant tout un marché sain. Quand j'entends Maître Aguirre tout à l'heure dire que des niveaux de rentabilité entre 7 et 9% aujourd'hui, certes dans un contexte dégradé depuis une vingtaine de mois, mais c'est exceptionnel. Donc il arrive encore que les marchés soient sains. La difficulté de ces marchés trop sains, c'est qu'ils ne sont pas portés par des dispositifs leur permettant d'élever ou d'upgrader ces niveaux-là. De passer à l'échelle. Et en fait de produire. Et de produire du logement accessible. Parce que je crois, moi j'ai lu la politique de l'habitat de votre commune et les prévisions, notamment dans le SCOT à 2025. Je crois que bâtir est consacré, encore une fois. Donc je pense que c'est le maître mot de notre propos aujourd'hui que de bâtir. Et donc pour bâtir, il faut arriver à trouver les équations qui font que les Montalbanais arrivent à se loger avant tout. Parce que le premier rôle d'un opérateur comme Nexity, c'est d'arriver à loger des accédants à la propriété. Après, le marché immobilier est ce qu'il est, il est porté par différents dispositifs qui se sont arrêtés d'ailleurs. J'ai vu que tout à l'heure on a parlé de l'État, on pourrait continuer à reparler de la politique de l'État en matière de production de logements neufs. On a affaire à une crise sans précédent, une crise à la fois de la demande, parce que nos concitoyens, nous-mêmes, nous sommes confrontés à cet accès au crédit, à cette hausse des prix d'une manière générale, à cette inflation, et de l'autre côté, à une crise de l'offre, puisque en fait, on n'a rien à vendre, y compris à Montauban. Et les exemples qu'on arrive à... Ce qui arrive à marcher à Montauban, c'est quand on est très chirurgicaux sur les prix. On parlait tout à l'heure d'un prix pour une maison, un prix moyen à 215 000 €. On a fabriqué une opération immobilière ici, avec notre filiale qui s'appelle Domaine du Sud, qui vend des maisons, qui a vendu des maisons, puis une quarantaine de maisons, à moins de 200 000 € pour un type 4, à moins de 160 000 € pour un type 3, ce qui est inférieur au prix moyen. Alors certes, après il faut pour du 80-90 mètres carrés à peu voilà, près. Peut-être, voilà. Incroyable, Et donc c'est un vrai succès. On prend appui sur ce qu'on sait faire de mieux, à savoir arriver à cibler voilà, une offre qui soit compatible avec le niveau de revenus. Vous en parliez tout à l'heure, qui soit adapté au niveau de revenus des Montalbanais. C'est ça la première des quêtes. Oui. C'est très important ce que vous dites là, parce que nous, on est observateurs de cette vie immobilière. Moi, j'y vois tout de suite l'occasion pour des personnes qui n'auraient pas les moyens d'accéder à la propriété de le faire grâce à vous. Moi, ce que je vois, c'est que justement, avec cette politique très agressive de prix sur lequel vous faites, comme vous dites, du chirurgical, parce que vous avez aussi un foncier accessible, parce que vous êtes aidé par des politiques publiques et locales, j'y vois une formidable opportunité pour de jeunes ménages, par exemple, d'accéder à la propriété, parce que vous savez, Lionel, qu'on accède de plus en plus tard à la propriété. Ça a pris 10 ans. Si on prend aujourd'hui la moyenne, on accède, vous savez, Brigitte Barège, on accédait en moyenne entre 28 et 30 ans à la propriété il y a à peu près 20 ans. Aujourd'hui, on y accède entre 35 et 40 ans. C'est-à-dire que, donc ça veut dire que, parce que je reviens sur ce que vous disiez, la ligne à grande vitesse, Lionel, on va pas se mentir, ça va placer la ville à 2h40 de Paris. Donc Montauban va devenir hyper bankable, hyper attractive. Bordeaux a connu cette embellie grâce à la LGV, on le sait, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Vous ne craignez pas, vous qui êtes un fin expert, que justement ce marché sain dont vous parlez se dégrade justement avec cette particularité qui va changer le visage de la ville. Ouais. Je vous laisserai réagir ensuite, Madame la maire. Il parle beaucoup aujourd'hui. Oui, mais voilà. Sans être schizophrène, quand je parle de caractère sain du marché, c'était pour déterminer le marché de Montauban. Il est sain parce que justement, il n'a pas été abîmé par une forme d'attractivité non mesurée. Je crois que l'équilibre que la municipalité aura à trouver, c'est justement de bénéficier de cette attractivité tout en équilibrant les prix, en ayant une politique du logement et de l'ouverture à l'urbanisation qui soit, comment dirais-je, millimétré. Vous parliez de permis à louer tout à l'heure. Je pense que le permis à construire, peut-être on pourrait un petit néologisme aujourd'hui qui me vient comme ça. On a le permis de construire qui est un arrêté aujourd'hui, mais le permis
à construire. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra travailler pour avoir à la fois de la qualité et à la fois une mesure de la hausse des prix qui ne soit... Parce que une des vertus de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les crises il faut s'en servir pour mieux rebondir et pour s'adapter. Je pense qu'il faut, il faudra en sortie, je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira ou si on sortira un jour, parce que je pense qu'on ne sortira pas, mais en tout cas c'est notre nouveau contexte. Il faudra se servir des erreurs du passé et vous avez la chance d'avoir un territoire qui permet de... Oui, on a la chance d'avoir de l'espace, mais on ne gaspille pas. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, Bordeaux, ça a été une réussite, mais en même temps, au-delà de toute espérance, on a vu les excès, puisqu'il y a une hausse massive et il y a beaucoup de Bordelais qui ne peuvent plus se loger parce que tout a augmenté. Donc nous, on a essayé d'anticiper. C'est-à-dire qu'autour de la gare, la future gare LGV, nous avons créé une ZAD il y a fort longtemps pour éviter la spéculation foncière sur la vente. Et nous préemptons chaque fois que nous pouvons avec la SAFER. Donc vous ne laissez pas le marché privé s'emparer de l'évolution. On a essayé de le maîtriser en tout cas. C'est super. On a 400 à 600 hectares avec la SAFER et avec un EPFL, un établissement public foncier local que j'ai créé à l'époque à l'initiative du maire de Perpignan de l'époque qui m'avait conseillé de le faire, qui nous permet d'acheter et de porter le foncier en attendant que les projets arrivent. Donc, grâce à ça, eh bien, nous pouvons penser que nous avons jugulé, en tout cas, la spéculation foncière sur le foncier lui-même. Et donc, vous allez proposer à des promoteurs comme Nexity un foncier. Cette ZAD va devenir une ZAC. Et dans cette ZAC, on va pouvoir vendre pour l'économie, pour l'habitat, pour des équipements publics autour de la gare. On va réduire la ZAD d'origine, était à 600 hectares, je crois qu'on avait fait. On va la réduire à 300-400 hectares, mais avec nous-mêmes l'aménagement qu'on va porter. C'est-à-dire, on va choisir, là, on va faire, il y a un hôpital qui est à proximité, là, on va faire de l'économie, là, on va faire de l'habitat, là, on va faire une école. Et tout ça, c'est nous qui porterons cet aménagement de cette ZAC qu'on appelle pour l'instant quartier-gare, mais on la renommera autrement. Y a-t-il une charte sur la construction? On voit fleurir des chartes un petit peu partout dans plusieurs villes de France. Est-ce que c'est le cas à Montauban ou est-ce que vous posez la question ou pas du tout? Non, pas vraiment. Non. Enfin, on a quelques ZAC. La ZAC de Bapéi, qui était un quartier qui était parti à volo avec les promoteurs toulousains. Pardon, Sienna, je les aime beaucoup. Mais enfin, à un moment donné, avant que j'arrive, ils achetaient très bas prix des terrains agricoles et ils faisaient un peu n'importe quoi, des lotissements, en veux-tu en voilà, mais il n'y avait pas les routes, il n'y avait pas les réseaux d'eau pluviale, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc cette ZAC qu'on appelle la ZAC de Bapéi, on a quand même, elle fait 600 hectares, je crois, de mémoire, ou 500. Elle a englobé des lotissements déjà existants, mais après, là, on essaie d'imposer effectivement une charte, des taux de participation comme dans toutes les ZAC qui nous permettent de pouvoir créer les équipements publics qui n'avaient pas été prévus. Donc, produire des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs et surtout économiquement abordables. Voilà. Et ça, avec c'est la vie ensemble, pardon. Et avec les promoteurs, on discute, parce que quand ils viennent nous voir pour acheter des terrains du foncier dans cette ZAC, on était ensemble tout à l'heure, j'ai dit non, pas trop de logement social, plutôt de logement intermédiaire. Là, on veut un peu plus d'habitat pour les primo-accédants, voilà. Et je me réjouis d'avoir il y en a dans la salle, je les salue, des promoteurs qui sont compréhensifs, qui comprennent, ils sont là pour faire du profit, mais pas que. Et nous, on a des attentes aussi, et donc il faut essayer de marier tout ça ensemble. Oui, non, mais vos propos sont pleins de bon sens et je me félicite de vous entendre parce que c'est un équilibre. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre aujourd'hui, on a chez Nexity, je crois qu'on a à l'étude plus de 600 logements à Montauban. Quelque chose comme ça. Donc il y en a qui sont sortis, il y en a qui vont sortir, mais il y en a beaucoup qui ne sortent pas. Il y en a où on discute. Il y en a où on discute toujours. Et il y en a beaucoup qui sortent pas. Ils sortent pas pour plein de raisons, des raisons économiques, des raisons qui sont liées au prix de sortie qui sont trop élevés pour. Donc des opérations qui sont retardées pour l'instant. Oui, il y a des sacro-saints recours, ça on y fait face. Ça malheureusement. Dans beaucoup de communes, donc. Ça c'est pas. Lionel, on avait dit qu'on parlerait aussi. Donc quel est le prix moyen du mètre carré en neuf aujourd'hui sur Montauban? Il oscille entre 2004 et 2005, je pense, moyen. Donc, je ne vais pas parler de prix moyen là non plus, parce que c'est tellement difficile. Ok, non, mais je veux dire, sur la moyenne... J'aime bien parler de prix, parce que tout à l'heure... On est à 2404, vous avez raison, 2495 € du mètre carré, moins 6% sur une année. Par contre, si on fait la moyenne sur les 5 dernières années, ça a pris quand même 31% en volume. A contrario, on est à peu près à 2000 € du mètre carré dans l'ancien, avec une vraie stabilité. Et si on prend la même courbe sur les 5 dernières années,
on est à plus 26%, et le prix du loyer médian sur le neuf oscille entre 11 et 18 euros du mètre carré, ce qui reste quand même un bon niveau de loyer. Quand vous voyez par exemple que les banques réouvrent les robinets du crédit, qu'on a une politique un peu volontariste, aidée par des politiques publiques avec des maires bâtisseurs justement, est-ce que vous voyez le marché un peu se régénérer ou est-ce qu'il est toujours aussi grippé ? En fait, l'effet n'est pas immédiat. Vous pouvez vous féliciter de ce qu'on voit dans la presse fleurir tous les jours. Sauf votre respect, bien évidemment, puisque vous participez à son écriture un petit peu. En fait, à partir d'aujourd'hui, pour qu'une offre nouvelle soit sur le marché, il faut trouver un terrain, il faut déposer un permis de construire, l'obtenir assez rapidement si possible. Voilà. C'est le cas. Je sais que c'est le cas, madame, mais on était sur, je ne parlais pas de Montauban en particulier. Oui, oui. Et ensuite, voilà, il faut arriver à obtenir une autorisation définitive. Donc, il va se passer 18 mois dans le meilleur des cas, et plutôt 24. Que va-t-il se passer dans 24 mois? Moi, je ne suis pas mage du tout, ni je ne sais pas. Donc, c'est ce qui est compliqué. On ne claque pas des doigts pour l'offre neuve. En fait, le principe d'anticiper des marchés, c'est justement la planification urbaine. On planifie la construction de villes. Et ça, on l'a un petit peu oublié. Et je pense que pour les territoires qui sont... alors, les villes, on ne dit pas moyennes, c'est les villes où il fait bon vivre. Je ne sais plus quel est le terme. Je pense qu'il faut surtout réfléchir à la planification et de savoir comment on va arriver à produire, parce que c'est un besoin essentiel, à des prix qui soient compatibles avec le revenu. Mais vous parlez d'or, Lionel Siropian. Effectivement, vous savez qu'on est beaucoup à plaider une loi de programmation. Il faut qu'ils arrêtent à Paris, voilà, n'importe quoi, voilà, parce que le ZAN, c'est bon. Non, mais à Paris, ils ont une vision parisienne, évidemment, mais nous, on a de la place, les gens ont envie d'avoir un peu d'espace. Le zéro c'est le luxe net l'espace. Devrait être adapté à la réalité de chaque territoire. Et voilà. Qu'on laisse faire les maires. Et il n'y a que le commissariat au plan que moi j'ai eu la chance de connaître, notamment un grand commissaire au plan qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelait Lionel Stoléru, qui a été un grand monsieur du plan, parce qu'effectivement, arc-bouté sur une loi de programmation, quand vous avez une politique du logement qui change à chaque gouvernement, ou à chaque changement, c'est un peu compliqué, on peut le dire. Et qui soit uniforme sur tout le territoire, alors que les territoires sont tellement différents. N'oublions pas, en ZAN, que Nexity fabrique pas mal de terrains à bâtir, avec de libres choix constructeurs, et ça fait partie de ce que les Français aiment, et dont ce que les Français ont envie d'habiter dans une maison, de se la construire. Donc Nexity en fabrique, et Nexity en fabrique à Montauban. Les Français sont 87% à plébisciter ce que vous dites, absolument. Donc il n'y a pas je crois qu'il faudrait que dans votre approche des marchés immobiliers et des villes, il faut aussi donner la référence du prix du terrain à bâtir, bien sûr, qui à Montauban aussi entre 60 et 75 000 euros. Pour 600 ou 700 mètres carrés, c'est peut-être un peu plus. Oui. Ça peut jusqu'à 100 000 euros la parcelle. On peut parler... donc il faut l'évoquer, parce que je crois que c'est malgré tout le sujet de l'imperméabilisation. Bien sûr. Alors ça, je me permets de rebondir. Oui, pardon. Allez-y, je vous en prie. Le ZAN, zéro artificialisation nette, une idée complètement farfelue. Donc on décide de nous-mêmes de renaturer en ville. On a créé tous ces espaces publics dont vous parliez, des allées, le jardin des plantes. On est en train de créer le grand jardin du Tour de Ville, vous voyez, pour ramener de la verdure en ville. De l'autre côté du Tarn, nous allons faire un immense parc, le parc du Treil. Ce sera un parc arboré totalement, où la nature a tous ses droits. Mais à côté de ça, il faut laisser construire les gens normalement et pas les empiler, les entasser. C'est quand même dommage. On a détruit des tours HLM. De nous maintenant de dire non, vous allez construire en horizontal, en vertical, ce que vous pouvez construire en horizontal. Moi, ça me met en colère. Oui, contre le ZAN, je suis très en colère. On le comprend. Alors dernier point, juste pour rappeler, il y a deux opérations. Je vous avais demandé de nous citer deux opérations. Le domaine des Alisiers. Je l'ai fait. Avec 35 villas, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a encore, on peut aller, on peut acheter. En fait, c'est ce sont des maisons qui ont été livrées clé en main pour une superficie de type 3 et de type 4, entre 70 et 90 mètres carrés, qui ont été fabriquées. Alors, c'est pas libre choix constructeur, donc là, c'est le promoteur qui va jusqu'au bout et qui remet les clés. Et donc, c'est une opération qui a été réussie, avec des prix moyens. Tout est vendu. Tout est vendu. Ça va être livré au mois de juin. Donc, on est à 2 300 € à peu près moyen. Super. Il y a Montalba 2.
36 lots à bâtir, Oui. sur un terrain de 338 mètres carrés, Absolument. à 560 mètres carrés. Il y a encore, on peut y aller encore, on peut... Oui, ça c'est. Alors chez Nexity, on a plusieurs marques Oui. et on a Oui, plusieurs il se partenariats. cache sous plusieurs marques. J'ai découvert ça tout à l'heure. Oui. Je ne réponds pas Oui, parce que je Ah non, Ok. c'est Je bon ferai que tu tout à l'heure, provoques. On peut trouver toutes ces infos, bien évidemment. En fait, oui, on peut trouver c'est le groupe Angelotti dans lequel Nexity a des participations qui commercialisent cette opération. Voilà. Au nord-ouest de Montauban. Applaudissements pour Lionel Séropian, directeur général adjoint pour les Alpes-Maritimes, le Var, le Grand Marseille, le Languedoc et Midi-Pyrénées. On va rester avec nous, Lionel. On va aborder la dernière étape, justement, de notre émission. On va parler d'un sujet majeur, le sujet central. On l'appelle le changer du siècle. On va parler de rénovation énergétique et nous allons passer, justement, à cette identité qui s'appelle Bien Mieux. C'est dans quelques instants. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Voilà, si vous êtes de retour sur le plateau, vous êtes sur les clés de la ville. Nous avons déposé nos valises à Montauban, qu'on ne devrait jamais quitter, bien évidemment. Je suis dans un endroit magnifique, dans l'ancien palais épiscopal, qui aujourd'hui est le musée Ingres-Bourdelle. Je vous y engage, bien évidemment, à venir le visiter et à visiter surtout le territoire et à aller goûter aussi les bonnes assiettes, vous l'avez vu. On aime beaucoup Montauban ici. Ça va toujours, Olivier Morin. Ça fait toujours. Voilà, accompagné d'un public absolument délirant. Comme dirait Julien Lepers, que je l'aime ce métier, que je l'aime. Alors, merci également à Brigitte Barège, maire de Montauban, de nous accueillir. C'est un vrai plaisir d'être avec vous et de partager. Je vais vous dire pourquoi on vous aime particulièrement, Brigitte Barège. C'est parce que vous avez une singularité. Vous avez des singularités qui font votre personnalité. Et c'est toutes ces aspérités-là qui font la richesse de l'engagement politique. De cela, je souhaite qu'on vous en remercie. Et je voudrais qu'on fasse un immense triomphe à Brigitte Barège. Brigitte Barège, on va parler d'un sujet extrêmement important, la rénovation énergétique. Bonjour Pauline Courbedost, comment ça va? Bonjour Sylvain. On va parler d'un sujet, on peut le dire, Pauline, que c'est le sujet majeur. Tout à fait. Qui est aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Le public, les consommateurs sont acquis à cette cause de la nécessaire transformation énergétique. Ça implique beaucoup de choses. Et vous allez, grâce aux questions acerbes et acérées d'Olivier Marin, essayer de nous expliquer comment on peut s'y prendre le mieux possible. Olivier. Oui, d'autant, évidemment, on parle de chantier du siècle, on parle de prise de conscience écologique, mais on parle aussi de réalité économique. Et puis, c'est vrai qu'on avait le sentiment ces derniers temps qu'on allait y aller vers cette transformation, cette rénovation. Et puis, il y a eu un peu les stop and go, on revient en arrière, des biens notamment qui devaient être interdits à la location à partir du 1er janvier prochain, 2025, des biens classés G qui, moins de 40 mètres carrés en surface, finalement, sortiront. Donc, on est un petit peu perdu. Et justement, Pauline, en tant que responsable des affaires publiques d'Elio, vous allez nous éclairer pendant quelques minutes à y voir plus clair, déjà, au niveau de qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les particuliers. Et puis, au niveau de Montauban, vous avez fait des études, des analyses, justement, sur le parc de logement à Montauban. Alors, tout d'abord, quand même, rappeler Elio, qu'est-ce que c'est, Elio? Tout à fait. Elio, c'est un expert, un groupe indépendant, expert des solutions d'efficacité énergétique qui adresse tout consommateur d'énergie, c'est-à-dire tant les particuliers que les représentants du secteur agricole, industriel, tertiaire, les collectivités locales, et qui va apporter toute son expertise technique et son ingénierie financière pour les accompagner dans une rénovation énergétique de qualité et la plus sereine possible. Rénovation énergétique, donc à la fois avec les particuliers, aussi avec les élus, les institutionnels. Alors, quoi de nouveau depuis 2024, si l'on devait résumer, parce qu'il y a eu pas mal de choses, mais vous avez l'esprit de synthèse. Alors. J'ai quelques bonnes nouvelles. Déjà, il y a quand même des mesures qui arrivent, qui entrent en vigueur et qui vont entrer en vigueur vers une simplification des dispositifs. On sort vraiment de plusieurs mois d'atermoiement, de stop and go, comme vous le disiez. Là, on a l'entrée en vigueur au 15 mai prochain de l'ajustement de la nouvelle mouture MaPrimeRénov', qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2024 et finalement qui a été un petit peu réajusté. Donc, on va vers un retour du monogeste, qui doit finalement permettre d'aller vers les rénovations d'ampleur, mais qui ne doit pas disparaître complètement. Donc avec la suppression de l'obligation de coupler le geste d'isolation à l'installation d'un système de chauffage décarboné,
avec la suppression de l'obligation de présenter un DPE, qui est reporté au 1er janvier 2025, et le maintien de l'éligibilité de tout type de logement dans le cadre du dispositif décarbonation. Ça implique donc que les étiquettes F et G vont rester jusqu'au 1er janvier 2025. On va voir comment ça se passe pour la suite. Là aussi, effectivement, on parlait de transformation, de rénovation globale, donc on revient finalement aux monogestes qui sont possibles. On garde la rénovation d'ampleur, évidemment, globale, avec un objectif ambitieux de 140 000 rénovations pour l'année 2024, mais il ne faut pas opposer les deux parcours, en fait. Le parcours monogeste dit décarbonation peut tout à fait conduire... Pour ceux qui nous écoutent, un monogeste, c'est quoi ? Un monogeste, c'est, admettons, l'isolation par l'extérieur d'un bâtiment, le changement de fenêtres. Les fenêtres, oui. Les fenêtres, changer le système de chauffage, isoler les combles. Enfin bref, voilà, c'est un geste. D'accord. Et quand on dit donc, le global, c'est ou d'ampleur, voilà, c'est la totalité. Plancher, comble. Exactement, isolation par l'extérieur, fenêtres, changement du système de chauffage. Bâtiment public aussi, des nouveautés. Tout à fait. Bâtiment public, bon bah alors, pour le coup, peu de nouveautés qui vont entrer en vigueur, mais une expertise Elio au plus près des acteurs de la vie publique. Donc le secteur département public d'Elio a quand même une réelle expertise aujourd'hui et une espèce de process en bon français qui donc, commence par l'identification des gisements d'économie d'énergie, les recommandations techniques qui suivent, l'optimisation et le fléchage des aides qui sont nombreuses aussi pour les acteurs publics que vous pouvez flécher pour chaque projet, le montage du dossier, le versement des primes évidemment. Aujourd'hui, on accompagne plus de 2000 collectivités locales. On a opéré 1200 rénovations de bâtiments scolaires et on a plus de 3000 collectivités locales qui utilisent Delta Conso Expert, qui est notre logiciel de monitoring des consommations d'énergie. Top, ça. Très bien. Alors, Montauban, l'étape parc de logement. Montauban. Tout à fait. Bon élève, Montauban. Plutôt bon élève, Montauban. Ouf. Non, vraiment, en plus. Donc, c'est vrai, ville moyenne du Tarn-et-Garonne, ville à taille humaine, comme vous le disiez, Madame la maire, qui n'a pas à rougir de son bilan, puisqu'on a seulement 25% du parc de logement qui est étiqueté EFG, et on a plus de 30% du parc qui est étiqueté ABC, ce qui est très bien. Donc c'est tout à fait honorable, mais il faut poursuivre évidemment, mais en tout cas le bilan est plutôt bon. Alors, comme à chaque fois, des cas concrets, à la fois maison et aussi copropriété. Alors, premier cas concret de rénovation d'ampleur pour voir comment on pourrait changer d'étiquette énergétique. Donc, vous avez choisi un cas concret, une rénovation d'ampleur d'une maison individuelle à Montauban. Oui, un vrai sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas d'école, vous l'avez réellement fait. Alors, non. Pour la maison individuelle, c'est une projection de rénovation d'ampleur qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Ah, d'accord. Et pour la copropriété, en revanche, c'est effectivement... C'est en cours. C'est fait. C'est réalisé. Fait. Génial. On vous écoute. Donc, on a un ménage jaune, c'est-à-dire un ménage dit modeste, 2 enfants, 100 mètres carrés, et un système de chauffage au gaz. Donc, c'est une étiquette F. On va... Excusez-moi, jaune... Modeste. Ah, d'accord, parce qu'il y a des couleurs. Donc, voilà. OK. Donc, il y a des couleurs... alors, moi, je le sais, mais... Un revenu. Voilà, c'est le niveau de revenu, pardon. En fait, je le sais, mais pour ceux qui nous écoutent, je fais genre, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est quoi ? Il y a un code couleur par type de... Voilà, en fait, le dispositif MaPrimeRénov' flèche le montant d'aide en fonction des revenus du ménage et de l'ambition de l'opération de rénovation. C'est-à-dire qu'il y a un couplage entre le saut de classe et le niveau de revenu du ménage. Ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus rapide, forcément, et beaucoup plus simple. On a une vraie idée, en effet. Après, il y a toujours d'autres aides qu'on peut réfléchir. Voilà, donc, étiquette F. On arrive à un saut de 4 classes, une étiquette B avec 70% de gains énergétiques, un petit peu plus de 70 000 € de travaux hors taxes, et on arrive à flécher un montant d'aide MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie cumulés pour près de 50 000 € hors taxes. Soit quasiment les 2 tiers. Hein. Plus des 2 tiers. Pour un reste à charge de 26 000 €. 26 000 €. Et il y avait un petit sujet, une bonne nouvelle, c'est la réévaluation du plafond de l'éco prêt à taux zéro, qui a été réévalué à 50 000 € par ménage qui s'engage dans une rénovation d'ampleur.
Donc typiquement, ces 26 000 euros, ils vont pouvoir être financés grâce à l'éco-prêt à taux zéro. C'est un prêt d'argent à taux zéro. Exactement. L'éco-PTZ, comme on dit l'éco-prêt à taux zéro en 2023, c'est 105 000 rénovations financées grâce à ce dispositif. Enfin, le reste à charge financé grâce à ce dispositif. C'est loin d'être anodin et c'est en train de monter en puissance. Très bien. Et le deuxième cas concret, alors là, c'est une rénovation globale, toujours à Montauban. Alors, vous avez pris l'exemple d'une copropriété de 4 bâtiments avec 62 logements. Rue Eugénie Guérin. Donc, c'est un petit peu plus de 4000 m² d'habitation, une étiquette F aussi au démarrage. Et après travaux, on arrive à une étiquette C au DPE. 65% de gains énergétiques. Donc là, on a un peu plus d'1 million de travaux et on arrive à flécher encore plus de 715 000 euros d'aide, donc c'est-à-dire près des 2/3 cette fois-ci, pour un reste à charge à diviser entre tous les copropriétaires à 369 000 euros, un petit peu plus. Voilà. Remarquable. Eh bien, merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup pour Elio. Alors, ça, restez avec nous, Pauline. Ça, c'est du concret. C'est vraiment du concret. On pourra dire ce qu'on voudra, il y a quand même un dispositif, Madame la maire, public, qui permet d'aborder ce sujet. On est ravis, merci Pauline Courbedos d'être venue sur le plateau pour Elio, extrêmement intéressant. Tous ces sujets, on peut les retrouver facilement sur votre site internet, avec toutes les infos. Vous avez un sujet justement public, pour les bâtiments publics. Je me souviens que nous étions à Laval et vous aviez, parce que le maire de Laval, Florent Barco, était là, vous aviez réalisé des travaux pour un collège. Alors là, c'était une école. C'était une école. C'était une école à Laval, en effet, et puis beaucoup aussi de rénovation d'éclairage extérieur. Et donc, ça a été un effet absolument remarquable, à tel point que j'ai revu Florian Berco dans une conférence où il citait l'exemplarité du dossier. Donc, le bon réflexe, c'est Elio, que vous trouvez facilement, bien évidemment, sur Internet. Il est temps de nous quitter. Et j'aimerais, avant de nous quitter et vous laisser la parole, Brigitte Barège, trouver une petite citation de l'encyclopédiste. Je suis un fan de Denis Diderot. Il disait la chose suivante, il disait « Le monde, finalement, est à 2 catégories de personnes. Les crédules et les incrédules. La crédulité est parfois le défaut des gens d'esprit. L'incrédulité, le défaut des sots. Puisque les premiers voient dans le monde que ce qui peut être, tandis que les seconds ne voient dans le monde que ce qui est. C'est peut-être pourquoi on appelle les premiers téméraires et les seconds les pusillanimes. Vous êtes définitivement une femme téméraire, Brigitte Barège. Peut-être un peu trop, quelque chose. Et avec mon ami Olivier Marin, on va se retrouver le mois prochain à Paris. On va parler des JO. Absolument, à Paris. Mais peut-être, Madame le maire, une conclusion. Oui, mais justement, j'allais donner la conclusion. Voilà. C'était prévu. Paris, voilà. Nous serons à Paris le 14 mai prochain. Là, on évoquera évidemment ce qui va arriver, bien sûr, les Jeux Olympiques aussi à travers l'immobilier, le renouvellement urbain, l'attractivité de la région Île-de-France. Voilà, ce sera le 14 mai prochain. Merci à toutes les équipes de la mairie de Montauban qui nous ont accueillis, les attachés de presse, les conseillers, l'accueil qui est technique avec un référent technique ici qui a été extraordinaire et qui nous a beaucoup aidé. Vous avez été formidable. Merci beaucoup. Et vraiment, on est vraiment très bien reçus. A été très bien reçu. Je crois que ça sera l'un des plus beaux souvenirs que nous avons sur le Tour de France, justement, que nous avons, avec l'accueil que nous avez témoigné. Voilà, on souhaite vous laisser, Brigitte Barège, maire de Montauban, présidente du Grand Montauban, vous laisser conclure cette émission. Vous avez la parole. Mais d'abord, à mon tour de vous adresser mes remerciements très appuyés, parce qu'effectivement, vous m'aviez promis, quand au Salon des maires, et comme toujours, paroles et paroles. Donc, on ne sait jamais trop si les paroles seront tenues. En l'occurrence, la promesse a été tenue. Merci. C'est vrai qu'on a à cœur, et j'associe mes élus qui sont devant, Thierry, j'ai vu Bernard, Arnaud, Sophie, Nadine, enfin, j'en ai peut-être oublié. Je les associe parce que c'est pas moi toute seule. Ils sont tous là. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Et peut-être qu'il faudrait qu'ils viennent à voilà, côté. En caméra, on va vous prendre en image. Venez. Levez-vous, les élus.
Les élus, venez à côté de moi. Venez. Nadine, venez ici. Que j'ai pas... Venez derrière. Bon, je remercie du fond du cœur d'être là parce que c'est un travail collectif. Voilà. C'est le pack de rugby, on doit pousser ensemble. Voilà. Donc je ne suis pas seule pour porter tous ces sujets. Et puis finir par une citation. Nous, on est heureux de faire rayonner Montauban, évidemment. C'est à la fois Saint-Exupéry, un petit mélange, et Richelieu. L'autre jour, je l'ai utilisé, vous parlez de Diderot, c'était un peu avant. Et Richelieu nous avait beaucoup de tort. Puis c'est lui qui a repris la ville, quand même, protestant. Bon, mais tant pis, on ne lui en voudra pas. Les Rochelais s'en souviennent. C'est-à-dire que notre rôle, c'est pas prévoir l'avenir, c'est de le rendre possible. Voilà. Donc, nous essayons modestement, depuis une vingtaine d'années et un peu plus, d'essayer de le rendre possible. Merci à tous. Bravo. Merci. Et pour notre part, nous allons nous retrouver, merci public, le mois prochain à Paris. On parlera notamment des JO et nous continuons chaque mois avec mon ami Olivier Marin à essaimer et à courir sur les routes de France pour le Tour de France de l'immobilier. D'ici là, prenez soin de vous. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.